Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Lingen que j'ai découvert via le sommet Solopreneur qu'il avait organisé début 2020 et j'ai aussi fait un appel avec toi Lingen il y a quelques mois d'ailleurs où tu as fait partie des personnes qui m'ont aidé à repérer les blocages que j'avais liés à l'argent et je te suis et j'ai vu que tu as opéré un changement récemment. Avant, tu t'adressais beaucoup, tu avais la marque un peu solopreneur et aujourd'hui, tu t'adresses plus aux coachs. Donc, aujourd'hui, dans cette interview, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on parle un petit peu de ce que tu faisais avant pour les solopreneurs, de ce que tu fais aujourd'hui pour les coachs et de toi, OK. globalement, ton épanouissement. Pour commencer, est-ce que tu peux expliquer comment tu es devenu entrepreneur, un Ouais. petit peu ton histoire, ton parcours? En tout cas, déjà, merci Isis pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir. C'est toujours une passion pour moi de partager mon parcours. J'aime écouter les parcours des autres. Donc, merci pour cette opportunité. Alors, moi, je me suis lancé à 10 ans. Donc, je suis diplômé d'un master en économie internationale à Paris 1. Et j'ai effectué mon stage de fin d'études en Chine, à Shanghai. Et là, il s'est passé plusieurs choses. J'ai découvert le web marketing parce que je n'étais pas formé au web marketing. Et donc, il y a 10 ans, c'était vraiment au début. Et il s'est passé aussi des événements familiaux qui m'ont poussé à me lancer dans l'entrepreneuriat. Ma mère, suite à une longue maladie, en fait, elle s'est fait opérer là-bas et un mois après, elle est décédée. Du coup, j'ai dû me retrouver à m'occuper de mon père qui avait à l'époque 80 ans. Il fallait que je trouve un moyen de gagner de l'argent depuis chez moi, en fait. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je maîtrise un peu le web marketing, ça intéresse beaucoup de gens, je vois qu'il y a vraiment un avenir là-dedans. Et puis, j'aimais beaucoup bloguer, j'ai toujours aimé partager mes idées, mes passions. Et là, je me suis dit, bah c'est trop cool. Contrairement à la vie réelle où tes amis sont peut-être blasés quand tu leur racontes ce qui te passionne, bah là, je me suis dit, en fait, tu racontes ce que tu veux. Il y a toujours des gens qui sont intéressés par ce que tu dis. Et du coup, j'ai commencé à aider les gens à créer un blog, à gagner de l'argent avec un blog. Donc, ça a été ça durant les premières années. Je gagnais pas forcément beaucoup d'argent, mais ça me suffisait parce que bah, je vivais en Chine, puis je suis revenu en France. Il y avait la retraite de mon père, j'avais très peu de dépenses. Et petit à petit, j'ai commencé à faire du freelance, aider des entrepreneurs dans le community management. J'ai eu aussi, après le décès de mon père, j'ai travaillé en tant que salarié aussi, en tant que community manager parce que je gagnais pas assez, en fait, une fois qu'il n'y avait plus la retraite de mon père. Hem, j'ai fait du freelance, j'ai aidé et j'ai commencé à aider les solopreneurs. C'est là que j'ai transitionné. Ma marque avant, c'était Vivre de son blog et après, c'est devenu solopreneur.fr. Et donc, bah, petit à petit, j'ai découvert le coaching en tant que coach et en tant que coaché. Et quand j'ai vu la différence que ça fait dans ma vie, bah, j'ai décidé aujourd'hui de m'adresser uniquement aux coachs. Et c'est juste génial. Et du coup, voilà, pour terminer la présentation, peut-être j'ai 34 ans, je suis marié à une épouse qui s'appelle Marina, qui a joué aussi un grand rôle dans le développement de mon business. Voilà, voilà. Merci Lingen. Sur cette partie, le moment où tu as transformé ta marque en solopreneur.fr, déjà, une question, toi, pourquoi tu as choisi ce mot? Parce que récemment, on m'a posé la question, quelle est la différence entre un solopreneur et un indépendant? Et Mhm. j'avoue que j'étais pas tout à fait capable de répondre. Est-ce que toi, tu as la réponse à cette question? Ouais, ouais, ouais. Alors moi, c'est un terme que j'ai récupéré des Américains, c'est un terme qu'ils utilisent. En gros, c'était un travailleur indépendant. Pour moi, c'est la même chose, dans le sens où tu travailles, tu es seul et tu n'as pas de salaire. Donc, c'est toi qui gagne. Donc, si demain, il y a quelqu'un qui fait le marché, qui est tout seul et qui a quelqu'un qui l'aide dans sa famille, bah, pour moi, c'est un solopreneur. Maintenant, c'est vrai qu'il y a cette conception d'entrepreneur web individuel. Et moi, je me suis lancé là-dedans parce qu'en fait, j'ai voulu créer un lifestyle business, un business qui tourne autour du style de vie que je voulais mener et pas bah, le soir, le week-end, qu'est-ce que je vais faire de mon temps. Donc, vraiment, d'abord, décider ce que je voulais dans ma vie et créer un business qui s'adapte à la vie familiale que je veux avoir notamment. Euh, et je pense qu'au-delà du mot entrepreneur individuel, quand on parle de solopreneur, souvent il y a cette connotation, il y a une philosophie, une idéologie qui va avec, qui est que bah, ça veut dire j'aimerais être libre, indépendant, mener une vie qui me passionne vraiment. Tu entendras rarement quelqu'un qui emploie le mot solopreneur sans cette pensée qui est bah, je ne suis pas juste un travailleur indépendant. J'ai un style de vie qui implique que je suis travailleur indépendant. Super, merci. Et toi, donc à l'époque où tu étais sur ce sujet-là, quels étaient
challenges principaux que rencontraient ces personnes? Donc, sur quoi est-ce que tu les aidais, toi? Ouais. Le challenge, c'était souvent la raison pour laquelle ils se lançaient dans l'entrepreneuriat, c'est je ne m'épanouis pas au travail, j'ai fait un burn-out, etc. Et du coup, le challenge principal, c'était de trouver une idée de business. Et parce qu'il y a plusieurs possibilités. Et moi, là où je les accompagnais dans les programmes que je faisais avant, c'était comment trouver une idée de business à la fois rentable, c'est l'ikigai à la fois rentable, où tu es compétent et où tu réponds à un besoin du marché et où bah, tu prends du plaisir en fait. J'employais pas encore ces mots à l'époque, mais de créer une entreprise qui soit alignée avec ta mission de vie personnelle. Comment ta mission de vie professionnelle peut être dans l'alignement de ta mission de vie personnelle. Et donc ça, c'était dur aussi pour les gens, d'une, de trouver leur idée de business et de deux, surtout l'assumer. Parce qu'au fond, quand tu questionnes les gens, quand tu les coaches, ils ont tous un désir, mais qui n'osent pas exprimer parce que c'est culpabilisant de se dire bah, je peux travailler en faisant quelque chose qui me plaît. Mais normalement, c'est un hobby, on n'est pas payé pour faire ce qui nous plaît. Bah non, bien sûr que tu peux être payé pour ce qui te plaît. Pense aux acteurs, aux chanteurs, aux footballeurs, c'est parmi les gens les mieux payés et j'espère qu'ils s'amusent, quoi. En tout cas, c'est l'impression qu'ils donnent. Donc ça, c'est les challenges. Et puis après, les challenges des solopreneurs, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler seuls. Donc même s'ils ont trouvé leur bonne idée, ils ont leur méthodologie et que je les accompagne à travers des formations, bah, au quotidien, il n'y a pas la motivation, il y a le découragement, il y a la difficulté de comprendre que, bah, surtout au début, il faut bosser dur, il faut être persévérant avant d'avoir des résultats. Donc, il faut se lancer le plus rapidement possible. Alors que dans le salariat, tu as ton salaire tous les mois. Et c'est pour ça que j'avais lancé des masterminds aussi pour les aider à ce niveau-là. Donc, voilà à peu près les différents points. Mais surtout, j'ai envie de dire, niveau mindset, c'est qu'en France, on n'a pas la culture de l'entrepreneuriat. Cette culture de je peux vivre de ma passion, il faut que je bosse un peu plus dur, mais il faut que je m'autorise à faire ce qui me plaît et à assumer ce que je fais. Et puis, un peu dans le prolongement, par exemple, on n'est pas à l'aise avec le personal branding parce qu'on n'arrive pas à incarner notre entreprise. Voilà. Donc, il y a tout plein de choses. J'espère que ça répond à peu près à ta question. Ouais, et sur les formats, on va dire, tu vois, tu as parlé de tes masterminds, tu avais quoi comme différents formats, biais pour les accompagner? Ouais. Alors, à une certaine époque, je faisais du freelance, notamment de la prestation de service. Je les aidais à installer un blog, un site, parce que c'était un besoin qu'ils avaient. Et du coup, bah, avec même le meilleur tutoriel au monde, bah, ils avaient la flemme, il y avait toujours un truc. Donc ça, c'est ce que je faisais. Puis j'ai arrêté parce que c'était pas assez rémunérateur. J'ai commencé à faire des programmes en groupe pour les aider sur 6 semaines. J'avais un programme qui s'appelait Partir de rien. Donc, on les aidait en groupe. Et puis, il y avait la motivation du groupe aussi, de voir qu'il y a d'autres personnes qui galèrent, d'autres personnes qui sont dans la même situation. Ça motivait les gens. Et puis, j'ai commencé à coacher justement, à prendre les gens en un à un et à les accompagner en un à un. Et c'est là que je voyais que c'était le plus puissant. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des ressources, parce que là, tu as un petit peu évolué dans ton entreprise, est-ce que tu as des ressources encore disponibles pour des personnes qui sont solopreneurs et qui voudraient bénéficier de ce que tu avais créé à ce moment-là? Ouais, bien sûr. Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le guide du blogueur, paru chez Erol. Ça a parlé de blogging, mais l'idée, c'est plutôt création de contenu. Comment on peut développer un business en commençant par juste créer du contenu. Je crée du contenu autour de ce qui me plaît et petit à petit, j'y vais et je trouve une idée de business et je m'envole. Sauf que ce que j'ai compris, c'est que les gens qui rentraient dans cette mentalité bah, n'avaient pas mon profil. Moi, je suis en mode, je vais créer un blog, je vais créer du contenu, puis très rapidement, je vais beaucoup bosser et monétiser les choses. Alors, beaucoup de gens sont, je vais faire les trucs et puis on verra. J'ai le chômage et on verra. Et du coup, c'est plus forcément un format que je préconise, sauf si vraiment vous n'êtes pas pressé. Ça, c'est pour ceux qui ont un hobby, qui veulent commencer à le monétiser. Donc, il y a le guide du blogueur pour ceux qui veulent vraiment lire un livre. Vous pouvez le retrouver sur Amazon ou la Fnac. Sinon sur ma chaîne YouTube, il y avait beaucoup de vidéos, mais j'ai surtout envie de vous dire, bah, allez suivre des gens comme Isis, hein, suivez ce que toi tu fais, parce que vraiment, moi je peux avoir du contenu. Vous allez retrouver des podcasts, des vidéos YouTube,
Mais ce qui va vraiment faire la différence pour ceux qui nous écoutent dans votre business, c'est d'être accompagné. Donc, voilà, le contenu, prenez du contenu, mais c'est pas ça qui va faire la différence. Il y a une chose que je peux vous recommander, par contre, c'est Renouvellement. C'est un livret d'auto-coaching que j'ai créé qui vous permet de réfléchir à votre mindset, justement. Parce qu'au début, on se lance dans l'entrepreneuriat, on croit que le but, c'est de faire une étude de marché, faire un business plan, trouver une idée de business, créer un logo. On croit que c'est ça l'entrepreneuriat, alors qu'en fait, c'est hyper émotionnel. C'est comment combattre des blocages, etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai appelé ce livret Renouvellement. Et je pense que c'est là où je peux apporter le plus de valeur. Pour le reste, n'hésitez pas à aller voir Isis plutôt. Ça marche. Ben, j'avais vu dans une de tes vidéos YouTube ce petit livret. J'avais trouvé ça génial. Et où est-ce qu'on peut le trouver, ce petit livret? Bon, si tu veux, je te donnerai le lien. Tu le mettras en description à l'interview avec plaisir. Parfait. Actuellement, je l'offre. Vous payez juste les frais de port et de logistique de 7 euros. Et ça vient avec une série avec un podcast exclusif où je rebondis sur le livre audio. Du coup, c'est une expérience un peu 3D où tu lis le livre, qui est très rapide en fait. Tu fais quelques exercices, tu écoutes l'audio, donc c'est un format très apprécié. Donc, je mettrai le lien pour que les gens puissent se le procurer. Ça marche. Donc maintenant, qu'est-ce qui t'a fait évoluer des solopreneurs vers plus précisément les accompagnateurs ou les Ouais, coachs? ouais. Ce que moi j'ai compris, c'est que en fait, j'avais surtout des blocages mentaux, émotionnels liés notamment à l'argent. En fait, je m'auto-sabotais. J'ai mis 7-8 ans à commencer à faire un chiffre d'affaires à 5 chiffres à l'année. Pourquoi? Parce que pour moi, gagner de l'argent, c'était mal. Il y avait vraiment cette croyance. Donc, j'ai commencé à lire des livres, participer à des masterminds, aller à des événements aux États-Unis. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, on pouvait être quelqu'un de gentil, simple, humble et riche, en fait. Et non seulement on peut, mais c'est même là où on est le plus puissant. Moi, j'aimerais te dire oui, en gagnant juste un SMIC, en vivant une vie simple, je peux impacter le monde. Bah non, en fait, si tu es entrepreneur, tu peux faire autre chose. Mais si tu es entrepreneur, ton influence, ta contribution sera forcément proportionnelle d'une manière ou d'une autre à ton chiffre d'affaires. Donc, quand j'ai commencé à comprendre que gagner de l'argent, c'était pas mal et qu'en plus, je pouvais aider plus de gens en gagnant de l'argent, là, j'ai commencé à évoluer. Et comment j'ai pu arriver à cette réflexion-là? On participe en étant accompagné. Jusque-là, je regardais des vidéos YouTube, je lisais des livres, j'écoutais des podcasts et c'était bien. Mais il n'y avait personne pour me faire réfléchir par rapport à ma situation. Un livre ne peut pas te parler, en fait. Et du coup, en interagissant comme ça m'a fait réfléchir. Donc, voilà, mastermind, business coach, business mentor. Et du coup, moi-même, j'ai commencé à coacher et j'ai commencé à voir que c'était vraiment le format qui avait le plus d'impact dans la vie de mes clients. Certes, c'est plus cher, mais si tu veux vraiment une transformation, c'est pas un livre qui va transformer ta vie, en fait. Okay? Pour certains, oui, ça peut le faire, mais c'est qu'il y ait quelqu'un qui prenne soin de toi, qui se soucie pour toi, qui te donne des pistes, qui te fait réfléchir dans la bonne direction et qui, semaine après semaine, t'attend un peu au tournant, en fait, et qui te laisse pas t'endormir. Et c'est pas toi qui choisis le rythme sur lequel tu travailles. En fait, je te donne une fréquence, un certain rythme. Et donc là, quand j'ai commencé à voir que les clients se bougeaient et avançaient beaucoup plus, je me suis dit, en fait, je veux faire ça. Je veux plus trop faire des formations en ligne. Jusque-là, non seulement je faisais des formations en ligne, mais je formais les gens à créer des formations en ligne. Alors qu'aujourd'hui, je crois toujours à la formation en ligne, mais en accompagnement, un coaching. En tout cas, c'est ce que moi, j'en sais. Ce que je trouve intéressant là dans ce que tu dis, je trouve que c'est un peu, j'ai l'impression d'être dans Inception parce que toi, tu as été coaché, donc tu as bénéficié de ça. Après, tu t'es dit, ben, moi, je vais coacher les gens et les gens que tu coaches sont des coachs qui vont coacher les gens. Donc, ça fait Bah vraiment ouais, un effet cascade. c'est génial. Et pour... Ouais, excuse-moi, vas-y, je te laisse. Non, 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 c'est génial. Et puis, je trouve que c'est un meilleur format. Avant, j'avais ce business model de un peu Pat Flynn. Si jamais tu connais, je vais être le plus connu possible et je vais toucher 1 million de personnes. Aujourd'hui, par exemple, dans mon business, on s'est fixé comme objectif d'accompagner 100 coachs chaque année. Parce que si on accompagne des coachs, bah, eux vont accompagner les coachs et j'ai pas besoin d'être une superstar, d'être super connu. Si j'accompagne des coachs qui ont un impact, bah, tant mieux, quoi. Parce que j'ai cette ferme croyance que le monde irait mieux s'il y avait plus de coachs. Et du coup, bah, si je peux mettre au service des coachs, tant mieux.
Ça, je pense que c'est un point que je veux souligner par rapport à, tu vois, quand on décide qui est-ce qu'on a envie d'accompagner. Tu vois, tu viens de parler de la croyance que tu as pour le monde. Et donc, je veux dire à ceux qui regardent que c'est un truc qui est super important. Comment est-ce qu'on choisit qui est-ce qu'on a envie d'accompagner? Bon, pour moi, c'est soit via une expérience personnelle, et c'est aussi ton cas. C'est parce que tu en as bénéficié, tu as envie de faire bénéficier d'autres personnes de ça. Mais c'est te dire, ben voilà, moi, j'ai envie d'accompagner ces personnes parce que je crois que si je les aide elles-mêmes, elles vont aider d'autres personnes et donc c'est elles que je choisis. Donc C'est ça, génial. c'est intéressant. Et alors, est-ce que tu peux je te disais avant qu'on commence l'enregistrement de la vidéo que je viens de sortir un petit programme à 80 € qui s'appelle Coach non certifié, comment accompagner des personnes sans certification officielle de coach dans un monde rempli de coachs certifiés. Et donc, pour moi, il y a un peu une controverse autour de ce mot de coach. Donc, les personnes qui ont lu mes emails ont compris ce que je voulais dire. Celles qui les ont lus en diagonale m'ont incendié. J'en ai eu deux. On Et les salue. on les salue. Et donc, je pense que toi et moi, on a la même approche de ce mot-là et de l'accompagnement. Est-ce que tu peux dire, toi, quand tu coaches, est-ce que c'est du coaching en termes de profession coach certifié avec les techniques de coaching ou est-ce que c'est autre chose, du mentoring, du consulting? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux demander déjà, ces 2 personnes qui t'ont incendié, c'était des coachs certifiés? Tout à fait. Non, il y en a une qui est coach certifié, qui coach des coachs certifiés. Ouais. Et l'autre personne qui s'est pas présentée, il a fait ça d'une façon très humoristique. Il m'a dit bonjour, j'aimerais bien avoir le bac sans passer le bac, le permis sans passer le permis et devenir médecin sans faire les études. C'était très original, mais du coup j'ai compris le message, quoi. Ouais. Bon, bah, en tout cas, lui, c'est un poète sans diplôme de poète, j'ai envie de dire. C'est clair. Comme d'humour aussi, on peut lui donner, je pense. C'est ça, c'est ça. En fait, en toute humilité, ceux qui nous écoutent, j'ai envie de vous dire un truc. C'est que ce que Isis dit, ce que moi dit, va être forcément empreint de notre propre expérience, de notre vision du monde, de la même manière que ces personnes-là. Moi, aujourd'hui, je vais avoir la même position que toi, Isis. On n'a vraiment pas besoin d'être certifié pour être coach. Mais un jour, je vais me faire certifier et je vais peut-être commencer à vous dire, ah, c'est quand même bien d'être certifié. Mais même déjà maintenant, je peux vous dire que c'est bien d'être certifié parce que vous apprenez des outils notamment. Mais ce que je peux surtout vous dire, c'est qu'un bon coach, c'est pas quelqu'un qui a un diplôme. Il y a aujourd'hui, moi, je mets vraiment le focus sur plusieurs choses, sur l'amour. C'est quelque chose dont on parle très peu souvent. Un coach peu compétent, pas incompétent, hein, c'est pas pareil, moyennement compétent, débutant, qui a à cœur de vous aider, qui a vraiment l'empathie, un esprit de service, je peux vous garantir qu'il sera plus efficace qu'un super coach à qui vous allez payer une séance, je sais pas, 1 000 €, il est certifié et qui n'a pas envie de vous aider en fait. Pour lui, c'est juste un métier. Et on connaît plein de gens comme ça. Il y a des serveurs à Paris. Moi, je vis en région parisienne. Ils devraient arrêter d'être serveurs, tu vois, parce qu'il y a zéro passion. Tu sais, ils te cassent l'expérience. Le repas, il est bon, mais OK, il t'a servi le truc, mais par l'absence de sourire, il t'a gâché l'expérience. Donc, il vaudrait mieux qu'il fasse autre chose. Donc, si tu es un coach certifié, compétent, plein d'amour, avec un esprit de service, j'ai envie de dire, bah, bravo, tu vois. Moi aussi, j'aimerais être ce coach-là. Mais c'est une erreur de penser que d'aller te former 6 mois, 1 an va faire de toi un meilleur coach parce que le coaching, c'est bien plus que de maîtriser des outils. C'est de l'expérience et l'expérience, tu peux l'acquérir sans aller à l'école. Moi, je peux vous donner vous partager mon expérience. J'ai fait le salon SME en 2019, en septembre ou octobre. Donc, c'est un salon pour entrepreneurs. Et en fait, on a accueilli plein de gens à qui on a offert des sessions de coaching, qui ont pris rendez-vous. Et en l'espace de 3 mois, j'ai accompagné 100 personnes sur des séances de coaching qui duraient entre 1 heure et 1 h 30. Et en 3 mois, je peux vous dire que j'ai gagné plus d'expérience qu'un coach certifié. Donc, ce qui va compter, c'est l'amour. Ça va être l'expérience. Ça va être pas les compétences, mais l'humilité de comprendre qu'on n'est pas savant et que du coup, on va continuer à apprendre. Et
la dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est de croire en sa puissance personnelle. C'est que ce qu'on apprend dans les écoles de coaching, au final, c'est quoi? C'est des personnes qui ont un jour dit ça, ça et ça, c'est bien, on va faire ça et ça marche. Et chacun va partager leurs idées et puis il y aura plusieurs outils. Mais en fait, chacun d'entre nous, on est capable de ça. Tu as une expérience de vie qui t'a fait apprendre des choses. Et du coup, moi, j'ai pas envie d'être un robot et de reproduire ce que d'autres ont pensé. On a tous une puissance personnelle qu'il faut utiliser en toute humilité, en cherchant à se former. Donc, formez-vous. Donc, en vous faisant coacher, en suivant une école de coaching ou pas, aidez les gens, aimez les gens et c'est vraiment ça qui va faire la différence. Maintenant, je vais aussi ajouter un truc qui va peut-être faire réfléchir les gens. Je pense que démarrer dans le coaching en étant certifié peut être aussi un piège. Parce qu'en fait, on va rentrer dans une certaine pensée. À l'école, pas toutes les écoles, mais on t'enseigne que le coaching, c'est un certain taux horaire, que le coaching, c'est surtout apprendre des techniques. On va, par exemple, complètement omettre tout- toutes les compétences entrepreneuriales qu'il faut avoir. En fait, on va te former dans des écoles de coach pour être un coach salarié. Mais en fait, tu ne peux pas vivre de ton activité si tu connais que les outils du coach. Il faut que tu maîtrises les outils de l'entrepreneur. Et du coup, il y a un formatage qui est très dangereux, un peu comme à l'école, par exemple, où on te formate à être salarié. Tu vois. Et ben, dans les écoles de coach, moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit que la première chose qu'on te dit quand tu rentres dans ces écoles, c'est vous n'allez pas vivre du coaching. En mode, ne rêvez pas, vous n'allez pas vivre du coaching. Et du coup, c'est hyper dangereux pour les gens de suivre ces écoles de coach s'ils ne côtoient pas des entrepreneurs en même temps. Et puis, peut-être dernière chose que j'ai envie de te dire, c'est que moi, je ne suis pas coach. Toi, tu n'es pas coach. On est des entrepreneurs qui utilisons le coaching pour aider les gens. Mais si demain, créer une formation peut aider les gens, si demain, écrire un livre peut aider les gens, si demain, être conférencier peut aider les gens, eh ben moi, je ne vais pas hésiter à utiliser toute ma panoplie, toute ma puissance personnelle pour aider les gens. Et du coup, trop de coachs se disent, moi, je suis juste coach, je suis certifié, je suis coach professionnel. Faut pas toucher à ce titre-là. Mais en fait, tu n'es pas juste coach. Ok, tu es bien plus que ça. Te cantonne pas à une fiche métier que tu vas retrouver sur le CIDJ, dans les centres de documentation, sur des fiches métiers. Crée ton propre métier, j'ai envie de dire. Et ça peut être un danger de se faire certifier parce que on croit qu'on est mono métier alors que le monde a évolué de sorte que vous pouvez pas en fait. Vous-même, vous avez d'autres aspirations que juste être coach et en face de vous, vous avez des gens qui ont des besoins bien plus larges que juste avoir un coach. Génial. J'adore cette expression puissance personnelle. Ça me parle beaucoup. Mhm. Et je te rejoins. Moi, ce qui a fait que j'ai choisi de ne pas faire d'école de coach, c'est que j'avais peur d'être formatée. Et j'avais peur, en étant formatée, du coup, de ne pas avoir ma propre touche ou de perdre ma liberté, finalement, d'oser faire ce qui me ressemble à moi en voulant faire ce qu'on m'a dit qu'il fallait faire. Mais après, comme tu disais aussi au début, moi, je ne suis pas contre la certification, je ne suis pas contre les coachs certifiés. Je trouve ça très bien, mais je trouve que c'est différent. Et comme tu l'as montré là, il y a sûrement une approche différente. On a une approche beaucoup plus métier et profession. Quand moi, je suis avant tout une entrepreneur et qu'aujourd'hui, je fais de l'accompagnement, je fais aussi des programmes en ligne, je fais aussi des ateliers, je vais écrire des livres, je vais faire de la papeterie. Enfin, je fais plein de choses, je ne fais pas que de l'accompagnement C'est et ça. ça va évoluer. La proportion d'accompagnement sera peut-être plus élevée à un moment, peut-être que j'en ferai plus du tout à un moment, je ne sais pas. Mhm. Donc, ouais, je te rejoins sur tout ça. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que tu proposes pour aider les coachs, pour les accompagner et tout ça? Ouais. J'ai déjà plein de contenus gratuits. J'ai un podcast dédié aux coachs qui s'appelle Coach en Mission. Ma chaîne YouTube, maintenant, je tourne que du contenu pour les coachs. J'ai mon renouvellement, je fais souvent des webinaires. Et puis, j'ai un programme qui s'appelle Mission Passion. Et là, c'est vraiment pour les coachs qui visent à dépasser les 10 000 euros par mois. Et donc, c'est un programme intense de 4 mois. Donc, souvent, les gens qui sont intéressés, alors je n'en parle pas comme ça parce que ça coûte un certain prix et que tout le monde n'est pas intéressé. Donc souvent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les gens au téléphone, on leur offre une session d'accompagnement. Donc aujourd'hui, j'ai une équipe qui fait ça aussi. Et pour ceux qui sont intéressés, vraiment, on va leur parler de ça. Donc voilà, on a un programme Mission Passion. Moi, je propose aussi du mentorat. S'il y a des gens
qui veulent vraiment passer du temps un à un avec moi et être en contact avec moi. Alors, je ne peux pas prendre beaucoup de clients comme ça et qui veulent être sur WhatsApp avec moi parce qu'ils ne veulent pas seulement être coachés, mais ils sont prêts à bosser, ils me font confiance, ils veulent que je leur donne plus une direction. Bah, j'ai aussi un programme de mentorat. Voilà, donc ça va être les deux choses qu'on fait. Et après, une fois que les gens deviennent clients, bah, il y a des masterminds qu'on propose, des immersions, il y a tout plein de choses. Mais voilà, c'est les deux programmes sur lesquels on sert les clients. Ok. Pour terminer cette interview, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ton épanouissement à toi. Toi, tu te Ouais. sens où sur ce chemin? Tu disais que tu voulais créer un business qui s'adapte à la vie de famille que tu as envie d'avoir. Donc, c'est un lifestyle business. Où tu en es dans ce chemin? À quel point tu te sens épanoui, aligné avec toi, aligné avec cette vision-là de ta vie? J'aime beaucoup cette question parce qu'en fait, faudrait qu'on se la pose tous les 3 mois, tous les mois. Et du coup, je te donnerai pas la même réponse qu'il y a un mois. Ce que je peux te dire, c'est qu'en 2019, surtout en fin 2019, je suis arrivé à un point où c'était vachement agréable en fait. Je vendais du coaching, j'avais un assistant, c'était petit, c'était encore un format solopreneur et ça me plaisait beaucoup. Et puis 2020, je me suis dit en fait, une des raisons que j'ai pas partagé pourquoi j'aime tant le coaching, c'est d'aider les gens à voir leur potentiel. La plupart des gens ne voient pas leur potentiel. Et du coup, bah, c'est un travail que j'ai fait avec moi. Bah, Lingen, c'est quoi ton potentiel? Est-ce que tu te contentes de faire une croissance de 10% année par année? Ou est-ce qu'en fait, ton potentiel, il est là depuis des années et tu ne l'utilises pas parce que tu as des problèmes avec l'argent, notamment? J'ai notamment découvert que euh, j'avais la peur de la réussite. Un truc, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est quoi ce truc de loser, tu vois? Qui a peur de la réussite? Je ne comprends pas le principe. Et en fait, si, j'avais cette peur de la réussite. J'ai peur, je ne sais plus si c'est Nelson Mandela qui dit ça, mais que la plus grande peur pour chacun, c'est de voir à quel point on est puissant, à quel point on est capable, à quel point on peut aller loin. Parce que du coup, c'est hyper impliquant. Si je te disais, pour parler chiffres, pour simplifier les choses, si je te dis, Isis, ton potentiel, c'est de gagner 100 millions d'euros par an, bah, c'est hyper flippant parce que du coup, tu te dis, oh, ben, ça veut dire qu'il faut que je fasse ça, ça, que je sorte de ma zone de confort. Et en tout cas, moi, sans fausse modestie, hein, je pense que j'ai une vie, j'ai un message, j'ai une mission de vie, j'ai des compétences, j'ai un passé qui fait que bah, je peux apporter énormément dans ce monde. Et du coup, j'ai décidé, par exemple, de passer d'un chiffre d'affaires de 120 000 111 000 en 2019. Je vise doubler, tripler ça en 2020. Parce que, pas juste pour l'argent, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que plus tu gagnes, plus tu aides des gens si ton produit est bon. Et du coup, j'ai commencé à augmenter mes prix, à faire des programmes plus intenses. Puis est arrivé le Covid. Et moi, je l'ai chopé en fait, le Covid. Pendant 2, 3 semaines, euh, j'étais vraiment cloué au lit. Et mon chiffre d'affaires aussi a chuté parce que je ne pouvais pas travailler. Et là, je me suis réveillé de ça, et c'est assez récent, hein, c'était en mars, avril 2020. Je me suis dit, mais comment je peux créer un business model maintenant où je suis vraiment, entre guillemets, pas juste un entrepreneur, mais un dirigeant d'entreprise, où l'entreprise peut croître, pas en fonction de ma santé. Si demain je meurs, j'ai peut-être envie que l'entreprise elle continue à accomplir sa mission. Parce que l'entreprise, c'est pas, au début, c'est un prolongement de qui on est. Même au début, j'ai envie de dire, quand tu es solopreneur, l'entreprise égale toi, tu vois. Et tes amis ne te voient plus parce que l'entreprise égale toi. Et puis après, ça devient un prolongement de toi. Et je pense, et je ne veux pas imposer cette vision à tout le monde, mais je pense qu'une façon saine de voir notre croissance, c'est de dire un jour, bah, l'entreprise, c'est une personne morale différente de toi. D'un point de vue juridique, c'est ça, en fait. Et comment je peux créer, faire naître un individu qui puisse croître sans moi. Et puis moi, je peux apporter mes idées, etc. Et donc, c'est ce modèle-là que j'ai adopté avec ses avantages et ses inconvénients. Donc, pour répondre à ta question, aujourd'hui, je n'ai pas le même type d'épanouissement professionnel qu'avant. Avant, j'avais un type d'épanouissement où je gagne bien ma vie, je ne travaille pas trop. Maintenant, j'ai un épanouissement assez challengeant parce que j'ai une équipe en tout et pour tout et j'ai une dizaine de personnes qui travaillent avec moi. Et du coup, j'ai un épanouissement du style waouh, je peux apporter beaucoup plus d'impact que tout seul. Waouh,
j'ai mon équipe qui s'épanouit. En fait, mon équipe, c'est pas des outils seulement que j'utilise pour aider des clients. En fait, je suis un leader pour eux, je peux les aider. Ça, c'est hyper passionnant. Et puis, par contre, il y a des challenges financiers parce que ça a un coût. Et du coup, ce challenge-là, est-ce que c'est négatif ou pas? Moi, j'ai envie de te dire, j'aimerais pouvoir te dire non, je m'inquiète jamais, je suis pas du tout stressé avec l'argent. Bien sûr, il y a des moments où ça implique un certain stress financier parce que tu gagnes de l'argent même plus pour toi, tu gagnes de l'argent pour payer tes prestataires, tu vois. Euh, mais pour moi, c'est un stress que j'ai créé moi-même, dont je suis maître. C'est pour ça que j'aime l'entrepreneuriat. Je préfère créer moi-même des défis, des obstacles, des épreuves, plutôt que de les subir par un manager malveillant. Et puis parce que je sais pourquoi je le fais. Là, on attend un enfant pour octobre. Et en fait, moi, mon but, c'est de pouvoir travailler que 20 heures par semaine et pouvoir passer du temps avec notre enfant. Donc, à l'heure actuelle, est-ce que je suis épanoui dans le sens superficiel? Est-ce que je stresse pas? Est-ce que je suis toujours heureux? Non, parce que j'ai eu des moments où c'était plus relax. Mais par contre, j'ai vraiment ce kiff de faire un sport où tu te bats, tu sues tous les jours. Donc, je suis épanoui dans le sens où je sais que je fais de belles choses, de grandes choses. C'est challengeant, du coup, c'est kiffant parce que quand c'est facile, tu vois, c'est comme, je sais pas, tu joues à un jeu vidéo avec ton neveu de 10 ans, tu le bats tout le temps, c'est pas kiffant, tu vois. Donc, c'est challengeant. Il y a le challenge financier aussi qui va avec. Mais par contre, mon pourquoi est tellement grand d'aider des coachs, d'aider mon équipe et de passer du temps avec mon enfant qu'en fait, je suis hyper épanoui parce que j'ai une raison de vivre, j'ai une raison de faire tout ça. Et je préfère vivre une vie plus inconfortable par moment avec un beau pourquoi que de vivre une vie tranquille dans ma zone de confort sans avoir de but dans ma vie, sans avoir une mission de vie. Donc, voilà ma réponse à ta question. Je trouve ça génial que tu donnes. Je trouve qu'on sent dans ta réponse que quand on est épanoui, ça ne veut pas dire que tout est super, que c'est bisounours tout le temps. Ça veut dire que on est bien dans une situation avec ses qualités et ses défauts. Et Ouais. toi, tu as choisi de changer de situation en acceptant les défauts de cette situation. Et donc, je trouve ça bien comme message pour dire, voilà, on prend les deux. Et je voulais juste te poser une question, vu que tu dis que tu travailles aujourd'hui avec une dizaine de personnes. C'est vrai qu'on te donne beaucoup ce message quand tu es solopreneur de déléguer ce qui ne fait pas partie de ta zone de génie pour te concentrer sur ce que toi, tu aimes le plus faire, là où tu apportes le plus de valeur, et du coup, de déléguer le reste. Mais ce passage, tu vois, quand tu as l'habitude d'avoir ton entreprise, tu disais ton entreprise égale toi. Moi, je le ressens que c'est vraiment un prolongement de moi, cette entreprise, tu vois. Et il y a certaines choses que je ne me verrais absolument pas déléguer parce que c'est trop crucial. Mais pour les autres choses, je me pose la question et je trouve que ce passage de se dire, tiens, mais comment est-ce que je fais pour trouver une personne à qui je fais confiance, sachant que moi, je suis exigeante envers moi, donc je vais sûrement l'être envers la personne. Comment est-ce que je trouve quelqu'un qui va répondre à cette exigence, qui va faire du bon boulot, avec qui je vais bien m'entendre? Est-ce que tu peux nous raconter peut-être la première personne que tu as dû choisir pour travailler, comment ça s'est passé? Juste pour challenger un peu chacun, la première personne qu'il faut recruter, j'ai envie de dire, c'est vous-même. Pourquoi? Parce qu'en fait, en tant que solopreneur, on n'a pas de manager. Tu te réveilles quand tu veux, tu fais ce que tu veux. Et l'idée, c'est de se mettre dans une posture de tiens, je suis un manager maintenant. Il faut vraiment que je me manage, que je crée mes tâches, que je crée mes objectifs, que je les suive. Quand ça se passe bien, il faut que je m'auto-congratule. Quand je ne fais pas les tâches, il faut que voilà, je me dise les choses. Donc ça, c'est déjà la première chose. Si vous n'arrivez pas un minimum à vous manager, ça va être compliqué. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut être quelqu'un d'hyper discipliné avant de, de déléguer. Je dis juste que c'est mieux. Moi, j'ai eu, en fait, ça fait 6-7 ans que j'ai des assistants, mais j'ai jamais été un bon manager parce que moi-même, je savais pas me manager. Donc ça, c'est le petit truc. Déjà, essayez de vous manager, essayez de créer des tâches, d'être un minimum discipliné. Puis, essayez de trouver quelqu'un qui peut vous faire gagner soit l'un, soit l'autre, une des deux choses, qui est soit du temps, soit de l'argent. Si quelqu'un peut vous faire gagner du temps
ou de l'argent, et peut-être même idéalement les deux, mais c'est assez rare, bah, recrutez cette personne. Je ne sais pas si vous êtes freelance et que vous avez beaucoup de rentrées de contrats, mais vous ne pouvez pas les honorer parce que vous n'avez pas assez de temps. Bah, déjà, peut-être augmenter vos tarifs, c'est cette petite parenthèse. Mais peut-être que vous pouvez recruter quelqu'un pour le faire à votre place. Comme ça, vous pouvez prendre plus de contrats. Du coup, vous gagnez du temps parce que vous n'avez plus à faire tous les logos. Et du coup, vous allez aussi automatiquement gagner plus d'argent. Ou peut-être que vous pouvez avoir un commercial qui est payé que aux variables, qui vous fait pas gagner du temps, mais qui vous fait gagner de l'argent. Donc, ça dépend vraiment de chacun des besoins de chacun. Mais j'ai surtout envie de vous dire que ça va dépendre de où vous en êtes dans votre business. Si vous êtes vraiment au tout début, j'ai envie de dire surtout faites-vous accompagner déjà pour que vous-même vous progressez avant de déléguer. Si vous commencez à gagner plus de revenus, déléguez un assistant qui va vous faire gagner du temps. Et si vous manquez de temps parce que vous manquez de temps, bah, recrutez quelqu'un. Si vous manquez d'argent, bah, recrutez peut-être quelqu'un qui a une posture plus commerciale, un partenaire, ou même créer des partenariats avec des gens qui vont vous amener des clients. Donc, pour peut-être être hyper précis, la première recrue, ça va être un assistant polyvalent. Voilà. Quelqu'un qui peut faire qui aime et qui veut faire tout ce que vous faites et qui le fera presque tout le temps moins bien que vous allez former, et comme ça, vous allez pouvoir déléguer toutes ces tâches-là. Et puis vous allez vous concentrer sur d'autres. Ouais, un assistant polyvalent, ça va être la première marche pour la plupart des gens. Merci Lingen. Pour terminer, vraiment cette fois-ci, est-ce que tu aurais un dernier conseil pour les personnes qui sont peut-être pas encore lancées dans le soloprenariat, mais qui sont juste à la limite, qui se disent « Ah, j'y vais pas ». Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Bah, c'est une question que je pose en coaching. C'est quelle est la vie idéale pour vous dans 10 ans? Posez-vous cette question. Quelle est la vie idéale pour vous dans 10 ans? Et donc, je vous spoil un peu ce qui se passe dans les sessions de coaching que je fais. La plupart des gens vont vous dire quelque chose. Et en fait, la question que je pose après, c'est waouh, génial. Et pourquoi pas cet idéal? Pourquoi tu veux pas l'atteindre dans 3 ans plutôt alors? Ah ouais, waouh. Parce que quand on répond à la question dans 10 ans, c'est un peu, vas-y, je vais dire un truc, ça va jamais se faire, mais je le dis quoi. Mais dans 3 ans, ouais, bah, ça va être dur. Quand les gens me disent, bah, c'est un peu dur, je te dis, ok, c'est dur, mais est-ce que c'est impossible? Bah non, en fait, c'est possible. Donc, posez-vous ce que vous voulez dans 10 ans et dites-vous, mais en fait, pourquoi je ne peux pas le faire dans 3 ans? Et quand vous voyez que dans 3 ans, vous pouvez faire ça, bah, normalement, ça vous pousse à passer à l'action. Parce que 3 ans, c'est hyper rapide, mais la situation idéale que vous visez, je sais pas, est tellement délicieuse qu'en fait, le matin, vous vous réveillez avec énergie. Vous dites, bah, OK, je fais pas ça juste pour éviter d'avoir un job, juste parce que j'ai du temps libre. En fait, j'ai une raison. Dans 3 ans, je veux cette maison, je veux cette famille, je veux travailler ce nombre de temps, je veux accompagner ces gens, je veux vendre ça. Et du coup, bah, en visualisant cet avenir plutôt proche, ça va vous motiver à passer à l'action. Et c'est l'absence de cette direction. Tu vois, c'est comme si je te dis, bah, tiens, prends la voiture et roule. Bah, franchement, tu vas me dire, bah, je sais pas où rouler. Bah, autant pas rouler. C'est c'est gaspiller du carburant et c'est juste frustrant, en fait. Alors que si tu sais dans 3 ans où tu vas aller, normalement, c'est quelque chose qui peut t'aider. Donc voilà, si je devais donner une question de réflexion, ce serait celle-ci. Génial. Ben, merci beaucoup, Lingen, pour tout ce que tu as partagé. Et merci à tous ceux qui ont écouté, regardé. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.